Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse d'accueillir Antonella Romano qui nous fait vraiment le grand honneur de venir. Je pense que c'est la première fois que vous venez. Oui. C'est ça. On est vraiment ravis de vous accueillir dans le cadre de l'avant-dernière conférence, mais non la moindre, de notre cycle Sciences et Missions. Ce cycle de conférences qui a débuté à l'automne dernier est organisé en partenariat entre les missions étrangères de Paris, l'IRFA, qui est l'Institut de recherche Fransasie, qui est l'Institut de recherche des MEP, qui conserve et qui valorise le patrimoine historique des MEP, et puis notre partenaire l'AFAO, Association française des Amis de l'Orient, qui nous a fait la joie de créer ces conférences en partenariat avec nous. Alors, j'en profite pour annoncer tout de suite la dernière conférence de cette année scolaire qui aura lieu dans un mois, le 3 mai, par Hui Wu, qui nous parlera des savoirs de la Chine dans l'Europe des Lumières. Donc la transmission de savoir entre les Chinois via les missionnaires sur les savoirs sur la Chine à l'époque des Lumières. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous occupe sera pas très MEP, il sera chinois, mais il sera surtout jésuite, puisque nous parlerons de la cartographie de la Chine, comment cartographier la Chine, question qui s'est posée quand les premiers jésuites, et en particulier Matteo Ricci, sont arrivés à Pékin. Matteo Ricci est mort à Pékin en 1610. 1610, c'est le début du XVIIe siècle. Les MEP n'étaient pas encore présentes, ni en Chine, ni même en Asie, et d'ailleurs n'existaient tout simplement pas, puisqu'ils ont été créés en 1660, et que François Palu arrive en Chine plutôt dans les années 1670. Mais c'est quand même très intéressant pour nous, MEP, de savoir ce qui s'est passé avant, ces premières relations scientifiques entre la Chine et la France via les missionnaires, et ces échanges de savoir missionnaires. Et donc du coup, là, on est vraiment au cœur des sujets qui intéressent Antonella Romano. Depuis son livre, son ouvrage important, La contre-réforme mathématique, puisque vous êtes historienne des sciences, en particulier des mathématiques. Et donc par les mathématiques, je crois que vous êtes arrivé à l'étude à partir des sources jésuites, puisque vous avez voulu comprendre comment les savoirs se sont répandus et se sont échangés à travers le monde chrétien qui s'ouvrait en ce XVIe siècle. Donc nous aurons 1 heure de conférence suivie d'un temps de questions qui sera à la fois sur place et aussi en ligne, puisque nous avons une vingtaine d'auditeurs en ligne, ces conférences étant toujours proposées aussi à distance. Voilà, merci encore. Mais c'est moi qui vous remercie vivement pour cette opportunité, en effet, d'être aujourd'hui parmi vous. Et donc, vous l'aurez compris, ce sont mes incompétences chronologiques qui ne me feront pas parler des MEP, même si dans mon dernier livre, les MEP arrivaient et le monde changeait, mais ce sera pour une prochaine fois. Voilà, je voudrais peut-être essayer rapidement avec vous de réfléchir aux raisons pour lesquelles on peut aujourd'hui, alors que le monde ne va pas très bien, alors que la Chine est là et peut-être inquiète, pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant de réfléchir à ce qui s'est passé au XVIe siècle et au XVIe siècle et pas avant, et au XVIe siècle et à partir du XVIe siècle, autour de ce que je pourrais appeler peut-être les fondements, ce qui est, à mon sens, ce que sont les fondements de nos approches scientifiques contemporaines. En d'autres termes, si je rapporte plus directement ceci à ce qui nous intéresse aujourd'hui, pourquoi les premières expériences missionnaires dans l'Orient extrême, c'est une expression que l'on trouve dans les sources jésuites et pas que du XVIe siècle, en particulier chez les Portugais. Pourquoi donc ces premières expériences missionnaires ont produit, pourquoi et comment ces expériences ont produit nos premiers savoirs sur la Chine, nos premiers savoirs scientifiques sur la Chine. C'est ce sur quoi j'essaierai d'insister. Et donc, d'emblée, je vous parlerai un peu de Matteo Ricci. Je suis vraiment désolée pour les fanatiques de Ricci. Je l'intégrerai dans un contexte un peu plus large, dans lequel je voudrais essayer de montrer à la fois la rupture que représente le XVIe siècle européen par rapport au Moyen-Âge, en termes précisément de ce que j'ai appelé il y a quelques années
l'englobement du monde par l'Europe, hein, une expression sur laquelle que j'essaierai d'expliciter tout au long de cette petite heure. Voilà. Donc d'emblée, je voudrais insister sur la rupture, encore une fois, du point de vue de l'Europe, hein, entre le legs médiéval sur l'Orient et ce que, avec Matteo Ricci, à partir de lui, de ses compagnons et de ses successeurs, l'Europe transforme, hein, véritablement en termes, on peut le dire de mille manières, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, en termes notamment de construction de cet espace chinois, d'un territoire avec une histoire, avec des habitants, avec des langues, avec des espaces qu'il faut appréhender. Voilà. Alors je vais peut-être commencer par une citation que j'aime beaucoup parce que elle rend compte de la manière à travers laquelle quelqu'un qu'on aime beaucoup, François-René de Chateaubriand, dans un de ses grands livres, Le génie du christianisme, a lui-même, dès l'extrême fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, rendu compte de ce que a représenté cette rupture, hein. Alors, évidemment, il ne s'agit pas nécessairement de prendre absolument au pied de la lettre Chateaubriand. C'est pas un historien des sciences, d'abord, mais en même temps, il me semble que dans ce passage que j'aime beaucoup, d'abord pour ses qualités littéraires, mais aussi pour sa capacité d'évocation, hein, pointe précisément en termes de la rupture que je voudrais souligner avec vous. Le jésuite qui partait pour la Chine s'armait du télescope et du compas. Le télescope et le compas, évidemment, qui sont ces deux outils auxquels on ne s'attendrait pas nécessairement, mais que dès la fin du XVIIIe siècle, hein, toute l'Europe a bien repéré comme étant une des marques, sans doute, de cette présence jésuite sur le territoire chinois. Et puis l'autre élément, hein, il paraissait à la cour de Pékin, hein, à la cour, un élément extrêmement important aussi, avec toute l'urbanité de la cour de Louis XIV. Alors c'est là qu'on voit que, évidemment, Chateaubriand n'est pas un historien des sciences, puisque depuis un siècle déjà, et avant Louis XIV lui-même, ça c'est son côté français, évidemment, puisque ce à quoi il fait allusion ici, c'est à ce qui se passe à partir justement des années 1680, quand les jésuites français arrivent en Chine. Les jésuites et les personnes dont je vais vous parler du reste pendant cette conférence ne sont pas des Français. La plupart sont des Italiens, des Portugais, et puis il y a aussi des Chinois dans cette histoire. On essaiera d'en parler. En tout cas, voilà. Et environné du cortège des sciences et des arts. Voilà. Il apprenait aux mandarins étonnés et le véritable cours des astres et le véritable nom de celui qui les dirige dans leurs orbites. Et là, vous voyez la grandeur de Chateaubriand qui arrive en une phrase à lier l'observation du ciel avec la cause de son organisation, à savoir son créateur. Bref, je m'arrête là. Mais pour vous dire à quel point Chateaubriand, au fond, construit ce qui va devenir un topos, hein, de l'histoire des relations entre l'Europe et la Chine, avec cette idée qu'à partir, alors un petit peu avant Louis XIV, hein, excusez-moi, plutôt les années 1580, donc un siècle avant, l'arrivée des jésuites va provoquer. Et je voudrais, non pas contrebalancer cette expression, mais tout simplement soumettre à votre réflexion cette autre citation que j'aime beaucoup, j'allais dire d'un collègue, mais c'est parce qu'on vient de publier un livre sur Giovanni Botero, et donc je l'ai beaucoup fréquenté pendant le Covid, il est devenu un peu l'ami de la maison. Giovanni Botero, qui est un ancien jésuite, pardon, je vais manger le micro décidément, qui lui est un ancien jésuite, un de ces rares personnages qui ont fait une vraie carrière, bien qu'ayant quitté la Compagnie de Jésus, ayant été expulsés de la Compagnie de Jésus,
et qui, dans ce texte extrêmement intéressant, dont je ne vous parlerai pas, rassurez-vous, qui s'appelle « Les relations universelles », qu'il publie à partir de 1580, commence cette phrase de Giovanni Botero, qui est au fond le secrétaire d'un des grands cardinaux de la cour pontificale, explicite ce qu'est ce XVIe siècle. Si l'histoire est mère de la sagesse humaine, comment peut-on espérer devenir sage sans information sur les lieux où les choses racontées adviennent? Et ce qui me semble très intéressant dans cette toute petite citation, en revanche, qui est, elle, traduite du latin, de l'italien du XVIe siècle, pardon, insiste sur quelque chose qui doit peut-être être rappelé, à savoir ce lien fondamental pour les gens du XVIe siècle entre l'histoire et la géographie. L'histoire, c'est une vieille science déjà pour les Européens du XVIe siècle qui sont en plein humanisme, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais sans doute n'a-t-on pas suffisamment insisté sur ce que représente, ce que dit cette phrase, à savoir la nécessité de mettre cette histoire des hommes en lien avec les lieux. Et j'insiste là-dessus parce que c'est, entre autres, mais assez fondamentalement, le geste qui sera celui de Matteo Ricci et de ses compagnons, dès lors que, allant en Chine et s'y installant, c'est ça qui est véritablement important, ils vont pouvoir, avec leurs outils, et on verra que ce ne sont pas seulement le télescope et le compas, mais prendre la mesure, dans tous les sens du terme, y compris métaphorique, de ce que c'est que l'histoire de cet État, de cet empire. Alors il parle de royaume ou d'empire selon les sources. Voilà. Alors pourquoi le XVIe siècle? Très rapidement, et excusez-moi de vous rappeler deux ou trois choses un peu élémentaires, mais parce qu'on ne peut pas non plus, me semble-t-il, comprendre ce geste qui consiste à d'abord aller à quelques milliers de kilomètres dans des territoires qu'on ne connaît pas. J'insiste absolument là-dessus, dans des territoires que l'on sait vaguement localisés, mais qu'on commence seulement au XVIe siècle à mettre sur des cartes, et des cartes d'un type tout à fait particulier, qui sont les mapmondes. Pour nous, les mapmondes sont vraiment des outils extrêmement familiers. On a toujours un planisphère quelque part, et puis voilà. Alors c'est le planisphère mapmonde que nous connaissons, en fait, il prend ses racines dans les savoirs géographiques du XVIe siècle, et j'aurai rapidement l'occasion de vous montrer comment ce dont il s'agit tout au long de ce siècle, c'est de rendre de plus en plus précis ces lieux, et donc de les rapporter à des distances qui sont des distances réelles et non pas des distances imaginaires ou des distances racontées. Et c'est pourquoi tout à l'heure je commençais en disant voilà, on n'est plus au siècle de Marco Polo, on est dans autre chose, et surtout dans ce souci véritablement de prendre la mesure de ce monde et de la Chine en particulier. Alors pourquoi ? Bien, tout simplement parce que, comme vous le savez, et surtout si vous êtes des amants, des amoureux, des fanatiques de l'Asie, c'est toute l'Asie qui commence à être au cœur des intérêts principalement commerciaux, mais pas que, d'un tout petit État aujourd'hui, le Portugal, mais dont vous savez, vous avez ici un schéma extrêmement, de manière très, très schématique, une carte qui rend compte de l'expansion de ce qu'on va appeler l'Empire portugais, et qui vous permet de comprendre une chose, à mon sens, encore une fois, tout à fait élémentaire, à savoir la rapidité de ce phénomène et le caractère totalement
aléatoire du processus d'expansion, puisque les territoires que vous voyez sur cette carte-là, ils sont mis sur nos cartes à nous aujourd'hui, mais ils étaient le résultat, enfin, ils étaient intégrés sur des cartes au fur et à mesure qu'on avançait. Alors évidemment, vous me direz, ça n'est pas le cas de l'Afrique, que l'on connaît bien, mais à partir du Moyen-Orient et de l'Inde, tout ce qui est... Voilà, c'est ça, l'Asie extrême, sur laquelle les connaissances étaient extrêmement limitées. Et autre caractéristique de cette carte, et qui rend compte de ce qu'est l'expansion portugaise, ce sont des processus d'expansion qui se font par des voies maritimes, c'est évidemment absolument fondamental, ce qui veut dire que c'est par le tracé des côtes que l'on va progressivement produire cette première image du monde. Et il faudra attendre un certain temps, jusqu'au XXe siècle pour certaines régions du monde, pour que la connaissance des territoires intérieurs puisse véritablement prendre forme. Alors, donc, expansion de l'Empire portugais à partir de la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, et évidemment, expansion, évidemment pour nous aujourd'hui, de l'Empire espagnol, dont on pourrait penser de manière, et on a longtemps pensé que, comme c'était une expansion vers l'ouest, par opposition à l'expansion portugaise qui part plutôt vers l'Orient, et que cette expansion vers l'ouest a produit ce phénomène assez extraordinaire pour les Européens du temps, qui a été la découverte de l'Amérique, on pourrait penser du coup que ces Espagnols, au fond, se sont arrêtés à cette barrière continentale que représente l'Amérique. Mais je rappelle très, très brièvement ici, mais je pense que c'est un élément à ne pas perdre de vue, qu'une fois arrivés aux Amériques, la colonisation espagnole s'est traduite par la traversée du continent espagnol, l'arrivée donc sur les côtes d'un océan qu'on ne connaît pas, qui est l'océan Pacifique, et la traversée de l'océan Pacifique qui va se solder par ce phénomène tout à fait important, à savoir l'installation dans les îles Philippines, qui marque, et aujourd'hui du point de vue historiographique c'est un phénomène tout à fait considérable, la présence espagnole en Asie aussi. Et de ce point de vue-là, les Philippines représentent la porte d'entrée des Espagnols vers l'Asie. Donc il ne faut pas imaginer que cette expansion de la mission soit un phénomène qui est déconnecté des grands phénomènes politiques de l'époque qui nous intéresse. Et surtout, il ne faut pas non plus imaginer que l'entreprise missionnaire, elle arrive avec 2 ou 3 jésuites, parce qu'ils sont peu nombreux en effet à engager ce processus d'évangélisation des terres nouvelles. La découverte des territoires nouveaux et de l'Amérique en particulier a produit ce premier partage du monde, ce Yalta politico-théologique que vous connaissez comme étant le traité de Tordesillas, dont l'importance est considérable, puisque par ce traité signé entre l'Empire espagnol et l'Empire portugais, le contrôle politique, économique, mais aussi spirituel des territoires qui sont représentés ici est divisé entre les deux puissances, et ce, après reconnaissance par le pape, par l'autorité suprême du point de vue théologico-politique à l'époque, qu'est le pape. Donc il faut aussi réfléchir à l'entreprise missionnaire comme une entreprise dont un des principaux protagonistes est la papauté. Donc Lisbonne, Rome, mais aussi Madrid, et en même temps Rome. Alors
Voilà quelques images intéressantes de cette Lisbonne qu'aujourd'hui on va voir comme touriste et dont on oublie qu'elle a été une des grandes capitales du monde, une des grandes villes-mondes de la période qui nous intéresse. Ici, une carte qui vous montre le développement des intérêts espagnols pour cet horizon oriental, et surtout, tout à fait intéressant, alors ça renvoie à des mouvements historiographiques plutôt récents. Ceux et celles d'entre nous qui travaillent sur l'Empire espagnol passent beaucoup de temps à Séville, moins pour ces beaux orangers et ces sévillanas que pour le fait que les archives des Indes se trouvent là-bas. Les archives de l'Empire espagnol se trouvent à Séville et elles sont pour nous encore et toujours, et pour encore très longtemps, on l'espère, le lieu dans lequel nous pouvons continuer à puiser les sources de nos connaissances. Or, voilà, ça n'est pas un scoop, mais la présence de cette carte chinoise, comme vous le voyez, rapportée d'on ne sait pas où, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de cette carte, mais présente dès les années 1550, dans les archives de Séville, rend compte de ce que je vous indiquais, à savoir un intérêt espagnol pour cet horizon. Voilà. Et puis ici, une de ces nombreuses représentations. Alors, je n'ai pas choisi un des grands tableaux d'un des grands peintres, il y en aurait de Grégoire XIII, mais cette gravure qui est assez intéressante parce qu'elle rend compte de ce que, à la fin du XVIe siècle, c'est-à-dire de nombreuses décennies après le traité de Tordesillas, la papauté décide de reprendre en main l'entreprise missionnaire, en plus de celle qui est portée par les deux empires, espagnol et portugais. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que l'expansion des Portugais et des Espagnols vers toutes les parties du monde, et en particulier vers l'Asie, a conduit dans les navires de ces marchands, de ces marins, de ces administrateurs, des religieux. Et ceux-là, et on le sait très bien pour l'Amérique, ont été à l'origine véritablement de la conversion, en particulier de l'Amérique, au christianisme. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 1580, à l'issue d'un phénomène que les spécialistes de l'Église catholique connaissent bien, qui est le Concile de Trente, dont vous savez qu'il a acté définitivement la rupture entre catholiques et protestants en Europe, mais partout dans le monde. C'est ça qui est intéressant. À l'issue du Concile de Trente, la papauté se recharge d'énergie pour engager l'entreprise missionnaire, ou en tout cas pour essayer de la contrôler. Et on est à l'origine de ce long processus qui mènera à la constitution de la Congrégation de la propagation pour la foi au début des années 1620. Et donc, ce que je voulais vous montrer à travers... vous voyez, c'est pas très asiatique tout ça, mais néanmoins, c'est la popularité de l'image d'un pape dont les actions à l'échelle de la chrétienté se retrouvent, y compris dans ces espaces de mission. Et là, en l'occurrence, ce sont des collèges jésuites, les premiers collèges jésuites ouverts au Japon, qui sont présents jusque dans la ville de Rome, par exemple. Voilà, alors je passe rapidement. Alors, ce pape Grégoire XIII, il nous intéresse aussi parce qu'il est très lié à la Compagnie de Jésus. Je ne vais pas du tout reprendre cela, mais il est très lié à quelqu'un sur qui j'ai en effet travaillé, mais c'est dans ma jeunesse, il y a très longtemps maintenant, qui est ce mathématicien allemand, Christopher Clavius de Bamberg, dont l'arrivée à Rome au Collège romain, qui est la grande institution de formation des jésuites,
introduit, enfin très, très important, puisque c'est lui qui introduit les mathématiques. Voilà. Alors, on en a ici un portrait gravé qui montre de manière tout à fait forte le poids scientifique de cette figure, Christophe Clavius. Et vous voyez le compas et vous voyez les autres instruments de musique, pardon. Pas vraiment, encore que la musique fasse partie des enseignements mathématiques. Donc là, c'était ma fausse note à moi. Et c'est une image comme ça aussi qu'on peut imaginer dans la tête de Chateaubriand lorsqu'il pense à ces jésuites. Or, Christophe Clavius a été invité par le pape Grégoire XIII à travailler à la réforme du calendrier, le fameux calendrier grégorien, justement. Et c'est grâce à Grégoire XIII que les mathématiques et les sciences au sein de la Compagnie de Jésus ont acquis une autorité qu'elles n'avaient pas nécessairement, mais c'est une autre histoire. Clavius, éditeur et commentateur du premier grand mathématicien grec, Euclide. Je vous ai montré, vous avez ici un titre, je vous en montre un autre. Et pourquoi ? Parce que vous verrez qu'on va retrouver Clavius dans les bagages de Ricci. De fait, Matteo Ricci, jésuite, s'est entre autres formé au Collège romain avant de partir en Chine. Et il a été un des élèves de Christophe Clavius. Donc on voit un peu comment j'y arrive à la 23e minute. Je voudrais juste vous rappeler aussi que bien que cette Asie ne soit pas encore totalement intégrée dans des savoirs constitués comme le sont nos savoirs d'aujourd'hui, l'Asie est très présente dans la culture, en particulier dans la culture matérielle et visuelle de la fin de ce XVIe siècle. Vous avez peut-être entendu ou eu l'occasion d'écouter mon collègue et ami Timothy Brook, auteur de ce magnifique livre, Le chapeau de Vermeer, qui va chercher dans la peinture de Vermeer tous les éléments de la présence des objets venant de Chine dans la Hollande du XVIIe siècle. Voilà. Dans le Portugal du XVIe siècle, c'est déjà le cas, comme en Espagne, et les travaux sont en cours. Vous avez ici quelques représentations de cette Asie, alors soit le continent, soit des parcelles, alors ici plutôt du Japon, pour vous montrer comment, à la fin du XVIe siècle, on commence à placer les choses, vous le voyez, ça commence un peu à se rapprocher de ce qu'on connaît, mais ça reste encore plutôt très approximatif. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas les compétences pour le faire, c'est parce qu'on n'a pas les outils et on n'a pas surtout la possibilité, on n'a pas encore assez de relever à partir de ces espaces que l'on représente. Et donc il faut imaginer le travail cartographique qui est fait. Voilà. Alors pour vous donner un exemple de l'évolution, néanmoins, vous avez ici la première représentation du Japon qui est extraite d'un livre de recueil d'îles, les isolari. Le terme isolaire n'existe pas en français, mais c'est un genre qui est très développé en Italie. Et donc vous voyez Siampagu, voilà, qui doit vous évoquer quelques noms. Et le Japon, en 1528, on se représente comme ça. On est quand même assez loin de cette connaissance de cet espace aux 1000 îles qui est la nôtre aujourd'hui. Alors les missionnaires jésuites, ils arrivent en Chine et ils ne connaissent pas l'histoire de la Chine. Ils ne connaissent pas le territoire, mais ils n'en connaissent pas non plus l'histoire. Et donc, nous pouvons aujourd'hui dire, ils arrivent dans cette période qui correspond au déclin de la dynastie des Ming, et certains d'entre eux, du reste, vont être acteurs au moins
observateur de la montée des Qing avec cette invasion mandchoue dont j'ai parlé ailleurs. Pour les missionnaires, ceci n'existe pas car ils ne le savent pas. Et c'est leur contact avec les habitants, alors on va essayer de savoir, de comprendre lesquels, qui va leur permettre progressivement de produire un certain nombre de textes, de cartes, d'outils par lesquels, en Europe, progressivement, va se construire cette connaissance de la Chine qui va permettre à la fin du XVIIIe siècle, ou dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, lorsque les philosophes français réfléchiront sur les despotismes, par exemple, de parler de despotisme oriental en pensant à la Chine, parce qu'il y aura eu un siècle et demi, 2 siècles d'accumulation. Alors voilà notre héros. Alors, ces représentations comme celle-ci sont des représentations dont on ne peut pas dire grand-chose. Alors, celle-ci, elle a été produite en Chine. Celle-ci, c'est celle que vous trouveriez à Rome si vous alliez visiter le siège de la compagnie du temps d'Ignaz de Loyola. Ce sur quoi je voudrais rapidement insister ici, d'où cette carte, c'est sur peut-être 2 choses très rapidement. La première, c'est que les missionnaires jésuites ne sont pas les premiers missionnaires à avoir, dans la période qui nous intéresse, été amenés à fréquenter les Chinois ou les littoraux chinois. Avant eux, des missionnaires espagnols, des Augustins en particulier, ont fait un certain nombre de voyages. Du reste, en 1585, le premier grand livre consacré à la Chine, qui s'appelle l'Histoire du grand règne de Chine, est publié en même temps en espagnol et en italien, et il n'est pas jésuite. Pourquoi alors parler des jésuites ? Parce que 2 choses les caractérisent, et c'est Matteo Ricci qui en sera l'incarnation. C'est que, d'une part, ces jésuites, contrairement à leurs prédécesseurs, parviennent à s'installer dans un pays qui est un pays fermé. Ça, c'est un point absolument fondamental. Mais en même temps, alors je développerai cela rapidement, et ils parviennent à s'installer, premièrement, à développer les raisons pour lesquelles ils sont présents, c'est-à-dire l'évangélisation. Et deuxième point qui les caractérise par rapport à leurs prédécesseurs, c'est leur compréhension assez immédiate de la nécessité de comprendre la langue ou les langues. Et évidemment, vous me direz, oui, c'est assez évident, sauf que les autres avant ne l'avaient pas tout à fait envisagé et fait. Et pour ce qui concerne la Chine, la compréhension, enfin la nécessité, l'urgence de la communication, elle passe par la compréhension de ce que ce pays, ce royaume, dont on commence un tout petit peu à comprendre comment il s'organise, au fur et à mesure, encore une fois, que l'on rencontre des gens. Ce que l'on rencontre, c'est ça. Voici une des premières lettres de Matteo Ricci, 1583. Les Chinois sont très diligents dans leurs choses, et ils ont sur leur terre des tables imprimées. Voilà. L'immédiate compréhension de l'importance de la culture de l'écrit, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas des expériences qu'ils ont pu faire ailleurs, en particulier en Amérique, même si ailleurs en Asie, ils ont pu commencer à le faire. Et ils ont donc des tables imprimées comme nos Ptolémées. Donc ils ont des cartes. Voilà, premier point, sauf que voilà.
Et en plus, elles sont recueillies en un livre de manière et il recueille dans des livres de manière très diligente toutes les choses notables qui sont contenues dans chaque lieu. Ce dont j'ai fait un compte-rendu très rapide pour le visiteur. Donc, compréhension de ce qu'il y a une culture de l'écrit, que cette culture de l'écrit, c'est une culture qui donne des clés d'accès pour comprendre quel est cet espace auquel ils sont confrontés. Et cela aboutit à une autre lettre alors, de l'année suivante. Alors, je vous les donne dans leur jus, hein, je suis vraiment désolée, il ne s'agit pas nécessairement de les lire, mais c'est pour vous donner un tout petit peu le ton. Voilà. Le savoir des Chinois, on pourra le voir grâce à l'invention de cette chose si gentille, même si difficile, des lettres, parce qu'il en existe une pour chaque chose. Et alors, ils sont intrigués par ce que c'est que par cette écriture. Voilà, donc il y a des lettres pour chaque chose. Et puis leurs sciences, dans lesquelles ils sont très doués, comme dans la médecine, la physique morale, les mathématiques, l'astrologie, grâce auxquelles ils vérifient les éclipses de manière claire et ponctuelle, même si c'est de manière différente par rapport à nous, Européens. Voyez, vous lisez très bien l'italien. Et même l'arithmétique, et enfin tous les arts libéraux et la mécanique. Et nous surprend le fait que ces personnes, ce peuple, même n'ayant jamais eu de commerce avec l'Europe, soient arrivées à autant par elles-mêmes, hein, comme nous y sommes arrivés par la voie du commerce avec toutes les autres parties du monde. Voilà, 1584, premier contact, compréhension immédiate de ce qu'on est confronté à quelque chose que je dirais commensurable. Voilà. On est face à quelque chose qui nous ressemble, alors qu'à la fois on n'est pas capable de comprendre, mais qui, un peu comme dans la publicité, ça a la couleur, ça a le goût de la civilisation telle que nous, Européens, l'entendons. Et ce que je voudrais, en revenant sur cette image, ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir donc de cette entrée sur le territoire, il a fallu presque 20 ans pour que Matteo Ricci, et alors son premier compagnon d'abord, et puis d'autres jésuites qui les ont rejoints progressivement, son premier compagnon est un autre Italien, il s'appelle Michele Ruggeri, il leur a fallu 20 ans pour arriver jusqu'à la capitale, Pékin. Et c'est un tout petit épisode qui peut nous paraître un détail, sauf que pas vraiment. 20 ans, nous savons tous ce que cela représente. Mais qu'est-ce que cela dit ? Cela dit le fait que les jésuites n'étaient pas attendus, pas plus que d'autres étrangers, pas plus que des Européens, et qu'il leur a donc fallu, au fur et à mesure que, grâce à un apprentissage à la fois du mandarin et des langues vernaculaires orales, ils ont commencé à comprendre à quel type de structure politique ils étaient confrontés. Et donc aller chercher dans les villes, les représentants des autorités avec lesquels les contacts se sont établis de manière progressive, certains souvent provoquant des conversions, mais c'est la compréhension du système lettré chinois qui leur a permis d'avoir des clés d'accès aux lettrés supérieurs qui eux-mêmes étaient pris dans des logiques d'ascension administrative et politique et qui leur permettaient de progresser eux-mêmes dans la compréhension de cet état extraordinairement structuré. Hein, et ce qu'on a appelé cette conversion par les élites, en fait, c'est ça. Hein, c'est la compréhension progressive de ce qu'il était possible de trouver des interlocuteurs grâce auxquels
on pourrait continuer à avancer et éventuellement arriver jusqu'à l'empereur, dont je vous rappelle que c'est un personnage rien moins que sacré, au sens extrêmement fort du terme. Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, ni Philippe II, ni Grégoire XIII ne jouissent encore du même type de sacralité que l'empereur chinois. Donc, extrêmement important. Et ce parcours, ce qu'il dit aussi, alors je ne souhaite pas du tout le commenter, ce qu'il dit aussi, c'est le caractère extrêmement aléatoire. Quand on fait de l'histoire, nous, on connaît la fin de l'histoire. Et on peut dire, voilà, ben, ça a été une expérience réussie. Voilà. Pendant ces 20 ans, le chemin, il est relativement rectiligne, hein, puisqu'il monte vers Pékin. À vrai dire, pendant ces 20 ans, les obstacles n'ont jamais cessé d'être présents, parce qu'à chaque fois, il fallait négocier avec les autorités locales. À chaque fois, il fallait s'installer dans des quartiers où la population n'était pas nécessairement dans l'attente de ces étrangers qui avaient une autre langue, qui avaient d'autres systèmes de croyances, qui avaient d'autres mœurs, et avec lesquels les relations ont parfois été extrêmement dures, violentes. Et c'est ce que raconte Matteo Ricci. Alors, on a 2 types de sources principales. Je vous en ai montré une, ce sont ses lettres. Je reviendrai rapidement là-dessus. Et puis, l'autre, c'est ce livre qui est l'édition imprimée du manuscrit de ce qu'il a lui-même consigné tout au long de ses 20 ans d'expérience missionnaire, et qui est donc le premier grand livre sur l'expédition chrétienne auprès de la Chine par Matteo Ricci. Alors, comment ce livre, qui est, donc vous avez ici la première édition publiée à Augsbourg en 1675, arrive-t-elle en Europe ? On l'a dit, Matteo Ricci meurt en Chine. Les jésuites, en principe, contrairement aux membres des autres ordres religieux, ne reviennent pas. Ils partent en mission et ils y restent. Ceux qui reviennent ne reviennent que pour des périodes courtes, qui peuvent durer 10 ans, étant donné les rythmes et les aléas des voyages. Ils reviennent pour représenter leur province auprès de Rome, et ils repartent. Mais on meurt là où on va porter la parole du Christ. Alors, le texte de Matteo Ricci est revenu en Europe et il a été travaillé par justement un de ses compagnons, Nicolas Trigault. Alors aujourd'hui on dit un Belge. Bon, la Belgique n'existait pas, je vous le rappelle. On est plutôt ici dans la partie, en effet, dans les provinces, dans les Pays-Bas espagnols. Voilà. Et donc c'est Trigault qui réécrira, qui fera l'édition de ce texte. Alors après, il y a beaucoup de débats très érudits pour savoir comment Trigault a réécrit, etc. Mais en tout cas, vous en avez ici ce très beau dessin par Rubens, dont vous savez qu'il était très proche des jésuites à Anvers, et que, à l'occasion du retour de Trigault, a fait ce portrait en chinois, en mandarin. Voilà. Alors, donc c'est par ce livre principalement, c'est par les lettres qui quittent la Chine et qui arrivent en Europe par des voies très longues et souvent complexes. Les lettres de Matteo Ricci, celles que je vous ai citées là, elles n'ont été éditées que dans les années 2010. Pendant longtemps, ces lettres, on en a connu des extraits, mais elles n'ont jamais fait l'objet d'un recueil, et c'est dire à quel point c'est pas parce qu'il y a des sources qu'elles sont accessibles, et c'est pas parce que on peut
savoir qu'il a écrit que pour autant on peut nécessairement avoir accès à tout cela. Alors, ici, des extraits de cette expédition chrétienne auprès de la Chine, dont l'édition française est tout de suite parue. Alors, le livre, très très vite, est traduit dans les langues vernaculaires, puisque les langues vernaculaires commencent à s'imposer. Et vous voyez comment ce genre de texte nous donne des éléments de compréhension de ce qu'on appellerait aujourd'hui le fonctionnement de l'État. Hein. C'est ce genre de texte qui construit progressivement les savoirs sur la Chine. Ici, une réflexion tout à fait intéressante sur l'usage de l'astrologie. Voilà. Alors, à côté de tout cela, donc vous voyez, la connaissance de la Chine, elle se fait de manière extrêmement progressive à travers des livres auxquels ont accès les élites lettrées qui elles-mêmes sont intéressées par ces objets-là et qu'elles-mêmes réinvestissent dans leurs travaux de nature philosophique, de nature politique, comme c'est le cas par exemple de Bottero dont je vous parlais tout à l'heure, qui a beaucoup travaillé à partir de ces sources. Ce que Matteo Ricci parvient à faire à partir donc de cette double spécificité de on s'installe, on apprend la langue, c'est à développer des collaborations savantes en fonction de ce que je vous indiquais précédemment, à savoir la compréhension de ce qu'il y a une société lettrée et que cette société lettrée, elle est celle avec laquelle vont pouvoir se construire des relations. Alors ici, vous avez l'un de ces grands lettrés, qui est du reste un personnage important dans le système chinois des examens par lesquels on devient membre de l'administration de la monarchie ou de l'Empire, et qui s'est lui-même converti, que Matteo Ricci a converti au christianisme. Et il est représenté. Alors, le bonnet de mandarin que vous voyez ici, vous allez le retrouver dans cette image tout à fait postérieure, qui est celle que l'autre grand sinologue de la Compagnie de Jésus, quelques décennies plus tard, Athanasius Kircher, dans ce livre qui s'appelle La Chine illustrée, va mettre en circulation. Alors, collaboration scientifique, pour faire quoi? Eh bien, d'abord pour cartographier. Enfin, d'abord. C'est moi qui dis, il n'y a pas véritablement... je ne voudrais pas que vous ayez le sentiment qu'il y a une hiérarchie. Ces jésuites, ce ne sont pas des savants qui ont, comme dans les grandes expéditions du XVIIIe siècle, une feuille de route par laquelle on leur dit voilà les instruments, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que l'Académie des sciences vous demande. Ce n'est pas tout à fait ça. Eux sont en situation de devoir comprendre, et ce qu'ils ont besoin de comprendre, ils savent que c'est important de pouvoir le transmettre en Europe pour que ce soit le général de la compagnie, que ce soit les monarchies catholiques, que ce soit la papauté, puissent faire quelque chose de cela. Mais ce n'est pas véritablement en termes de voilà ce qu'on nous a demandé et voilà ce qu'on va faire. Et donc, ce que je vous montre ici, vous voyez, ce sont des documents tout à fait intéressants. Ce sont des documents de l'ordinaire, du quotidien. Je vous avais dit que Matteo Ricci s'était installé en Chine avec son compagnon italien, lui aussi, Michele Ruggeri. Et Michele Ruggeri, pendant les années moins nombreuses qu'il a passées en Chine, puisqu'il a été renvoyé en Europe pour pouvoir justement défendre la mission de Chine auprès de Rome, je vous dirai pourquoi, lui-même trace. Ces types ne sont pas des cartographes, ne sont pas des géographes. Ils doivent apprendre, eux aussi, à utiliser les savoirs qui sont nécessaires pour eux et pour le dialogue avec les autres. Et donc, Michele Ruggeri, quand il reviendra en Europe à la fin des années 1580,
il ramènera avec lui, vous voyez, ces bouts de cartes, enfin, ces croquis de territoire qu'il fait à partir de ses propres observations. On n'est pas du tout dans un système scientifique élaboré, on n'est pas dans des projections extrêmement sophistiquées. Alors bon, peu importe. Voilà. Néanmoins, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Ce qu'on fait, et ça c'est le caractère assez exceptionnel de la rencontre entre ces jésuites et ces grands lettrés chinois convertis au christianisme, c'est qu'ils vont se lancer ensemble, et c'est bien ensemble, dans un énorme travail de traduction des grands textes physico-mathématiques occidentaux de la fin du XVIe siècle. Et vous voyez comment Clavius finalement revient à la 47e minute, puisque Matteo Ricci avait emmené dans ses bagages un certain nombre d'ouvrages. Et puis, il en a demandé aussi, hein, dans les lettres qu'il envoyait à Rome, il demandait du matériel pour pouvoir travailler en fonction aussi, hein, de ce qui intéressait leurs interlocuteurs chinois. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait dire, voilà, au fond, on a des jésuites qui sont bien futés, ils essaient de vendre les mathématiques, et puis avec les mathématiques, ils vont évangéliser. En fait, l'histoire est un tout petit peu plus compliquée, puisque Matteo Ricci n'avait pas spécialement l'objectif de traduire Euclide ou les livres de Clavius en chinois. Il s'avère simplement, et ici on continue la liste, il s'avère simplement que ces lettrés chinois qu'il rencontre, ceux-là et peut-être pas d'autres, sont eux-mêmes dans un grand moment de crise de l'astronomie chinoise. L'astronomie chinoise ayant elle-même une fonction fondamentale dans l'histoire de la dynastie des Ming, comme elle l'aura du reste dans l'histoire de la dynastie suivante et comme elle l'avait dans l'histoire des dynasties antérieures, puisque l'astronomie, elle a une fonction politique fondamentale, hein, qui est celle de repérer les positions des astres, ce dont l'empereur était chaque jour informé, et sur la base de cela, les grandes décisions de la vie politique étaient prises, mais d'une manière plus générale, de la vie quotidienne. Les almanachs que nous connaissons pour nos paysans européens du XVIIe siècle, ils sont basés sur des connaissances astronomiques. Pour ce qui concerne les grandes décisions politiques, eh bien, il faut une astronomie de précision. Et dans ce qui est le bureau des mathématiques, autrement dit, un des sous-bureaux du ministère de l'Intérieur, je le dis de manière extrêmement caricaturale, les tensions sont déjà très vives entre astronomes autour de la question des observations des éclipses et de la position de la Lune. Du reste, et donc, l'arrivée de ces étrangers avec des compétences tombe à point nommé, si je puis dire, et elle vient compléter, du reste, la présence au sein de ce bureau des mathématiques d'astronomes qui, eux, depuis des siècles déjà, ont apporté une tradition astronomique d'origine arabe. On les appelle du reste les astronomes musulmans. Hein. Et donc il n'y a rien d'absolument choquant au fait que dans une instance de caractère politique, il y ait des étrangers qui mettent à la disposition des autorités les plus compétentes de la technique, hein, et les jésuites, du coup, arrivent là-dedans. Mais ce qui est... alors voilà, ici vous avez un autre
exemple, avec cette explication des sphères célestes. Donc, la question qui est intéressante ici, et sur laquelle je voulais insister, c'est celle que on est confronté à quelque chose qui est de l'ordre d'une rencontre entre des compétences qu'on peut mobiliser quand on est jésuite sur la base d'une formation réalisée en particulier à Rome, au Collège romain, l'instance la plus prestigieuse de formation. Donc la mobilisation de compétences dans des contextes où elles peuvent servir, mais où elles peuvent servir parce que la demande émane de l'interlocuteur. Et c'est à ce prix que la mission peut se développer, peut se maintenir, voire se développer. On est dans une situation de négociation. Et donc, vous le voyez, ces jésuites sont-ils véritablement des savants? Sont-ils des astronomes? À côté de Matteo Ricci, vous avez la représentation d'une autre grande figure de l'astronomie jésuite en Chine, Adam Schall von Bell, dont vous avez compris qu'il n'était plus un Italien. Nous sommes dans les années 1640. D'autres jésuites ont rejoint la compagnie. Adam Schall est important pour l'histoire de la Compagnie de Jésus parce qu'il va être témoin actif de l'effondrement de la dynastie des Ming et sera le premier jésuite à adhérer à ce qui n'est pas encore la nouvelle dynastie des Qing, dans cette période de guerre terrible entre les deux dynasties. Voilà. Alors, Matteo Ricci, donc, énorme travail avec ses collègues chinois de traduction des mathématiques et, évidemment, un travail aussi de nature géographique. Cette carte, il en reste 4 ou 5 exemplaires dans le monde aujourd'hui, cette map monde. Alors, voilà. Qu'est-ce qui est intéressant sur cette carte ? C'est d'abord le choix de la forme map-monde, qui est un choix nouveau relativement encore dans l'Europe du XVIe siècle, mais qui n'existe pas du tout dans la tradition cartographique chinoise, extrêmement riche, extrêmement abondante, nourrie d'influences coréennes, japonaises, iraniennes, etc. Il y a d'autres collègues bien plus spécialistes que moi qui pourraient vous parler de cela. Voilà, ici, l'introduction d'un format qui est nouveau et qui représente l'ensemble du monde. Et évidemment, c'est une rupture, je dirais, de nature cognitive fondamentale, parce que ce ne sont pas des représentations de l'espace auxquelles les géographes chinois sont habitués. Aussi parce qu'ils n'ont pas ce sens du globe que les Européens, comme je vous le disais depuis le début du XVIe siècle, cet englobement du monde, il a été réalisé par les Européens. Et la map-monde, qu'est-ce que c'est? Sinon le déploiement sur une table de la sphéricité du globe. Donc ici, le globe sphérique représenté selon le système ptoléméen, très bien. Et autre élément tout à fait intéressant, par rapport à n'importe quel autre map-monde de l'époque, plus exactement, la Chine au milieu. Voilà. Et alors, évidemment, on peut jouer avec les cartes. Les cartes, on peut les centrer où on veut. Si vous êtes allé en Australie, la première chose que vous avez dû voir, c'est la carte inversée. Vous êtes, attendez, c'est quoi ce truc en bas dans le coin à gauche? Ah, c'est nous. Bon, on n'est pas très très habitué, etc. Donc, mais là, il y a vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est cette intelligence de ce qu'on a un outil, voilà, qui peut être non pas du tout déformé, mais au contraire adapté à quelque chose qui fait sens pour l'interlocuteur. Et évidemment, continuer à centrer
une map-monde sur l'Europe, comme c'est le cas dans les map-mondes européennes, ça n'a pas de sens pour les interlocuteurs. Ça n'a pas de sens parce que, évidemment, que ce qu'on fait sur la carte, c'est qu'on se cherche. C'est bien connu. Vous allez dans n'importe quel musée du monde, vous allez voir la peinture française. Ça vous rassure. Voilà. Et bien là, c'est la même chose. Il y a donc ce déplacement tout à fait considérable qui est accompagné, et la représentation est mauvaise et je vous prie de m'en excuser, d'un travail énorme qui est fait avec une équipe de plus d'une dizaine de collaborateurs, de nomination. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de montrer comment, depuis l'Europe, on voit le monde, mais aussi il s'agit de le nommer. Et il y a donc un énorme travail de traduction. La cartographie, c'est un exercice assez extraordinaire, aujourd'hui encore, du reste. Voilà, où ce que vous voyez, c'est ce rapport entre la représentation, la mise en forme visuelle du monde, et quelque chose qui est l'histoire qui va avec, par tout ce travail de traduction des noms, mais aussi des petites histoires qui accompagnent tout cela. Donc, c'est vraiment le monde sur une carte. Et c'est le monde tel qu'il est au moment où Matteo Ricci rencontre ses interlocuteurs chinois. Alors, les sources disent qu'il avait avec lui le grand atlas du grand géographe Ortelius, et qu'un jour, alors qu'il était installé pas très loin de Nankin, dans la mission, cette carte, une map monde était déployée, et que des gens sont venus et ont commencé, des voisins ont commencé à regarder cette chose, et donc ils sont allés appeler le représentant politique du quartier, qui a trouvé ça assez extraordinaire, qui a voulu qu'on lui explique et qui a commandé une carte. Donc la première carte est celle-là, et celle-ci, elle est beaucoup plus sophistiquée, elle est en couleur et elle arrive jusqu'à l'empereur à Pékin. Donc vous voyez, c'est aussi comment cette carte, c'est le résultat, elle poursuit, elle accompagne ce parcours de 20 ans qui mène à Pékin. Et cette carte, elle est fameuse aussi, mais c'est juste en conclusion, parce qu'elle va traverser, elle va circuler dans l'espace asiatique, et elle va être utilisée au Japon, et elle sera copiée au Japon, alors dans des contextes culturels quand même relativement différents, et on en trouve quelques exemplaires dans les différentes, dans quelques musées de Kobe en particulier. Alors voilà, on a Matteo Ricci qui ouvre le pas avec cette carte, et puis Adam Schall von Bell, là vous le voyez un petit peu mieux. Et Adam Schall, contrairement à Matteo Ricci, on est dans les années 1650, va devenir mandarin. C'est-à-dire qu'il va entrer dans l'administration impériale à la demande justement de la dynastie en cours de constitution pas Mandchou, ça nous suffira. Et à partir de ce moment-là, c'est encore une autre histoire qui commence, qui est celle véritablement de l'intégration des jésuites dans les systèmes de savoir de cette Chine en train de devenir la Chine des Qing. Lui succédera un autre Italien, Martino Martini, dont ce tableau a été retrouvé assez récemment, il y a une petite dizaine d'années. Lui succédera un autre Belge, Verbiste, qui lui-même, vous voyez, continue à travailler sur des map-mondes. On est ici dans la fin des années 1680. Donc le globe est devenu une appropriation, est devenu un objet chinois. Et ce que vous pourriez voir de manière... Alors cette carte est magnifique. Ce que vous pourriez voir aussi, et sur quoi on pourrait réfléchir, c'est justement sur la précision acquise dans la connaissance de ces territoires. D'où l'intérêt qu'il y avait à essayer de réfléchir à Matteo Ricci comme à la fois
un homme totalement de son temps, un jésuite, un missionnaire absolument pris dans ces phénomènes politiques, théologiques, religieux, culturels de la fin du XVIe siècle, et comme l'homme d'un dialogue possible, hein, en tout cas du premier dialogue, avec tout ce qu'implique la notion de dialogue, c'est-à-dire aussi beaucoup de malentendus, beaucoup de contresens, avec une culture, avec des cultures chinoises et Han et Manchu tout à fait exceptionnelles, qui finalement, dès la fin du XVIIe siècle et depuis, sont entrées dans nos cultures à nous pour faire de la Chine un horizon, je ne dirais pas familier, mais un horizon totalement présent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Les jésuites ont été des bons prédécesseurs pour les MEP quand même, hein, je dois dire. Il faut bien l'admettre. Non, c'était vraiment passionnant. Pour commencer les questions, je me permets une question d'archiviste. Vous parliez de la publication extrêmement récente finalement de ces lettres de Matteo Ricci. Où sont-elles conservées ? À Rome. Elles sont à Rome, alors auprès de l'université grégorienne, qui est l'ancienne université jésuite, qui est elle-même la descendante du collège romain dont on a parlé. Alors, il y aurait beaucoup à dire hein, sur le travail constant tout au long du XXe siècle des archivistes et des historiens de la Compagnie de Jésus pour valoriser les textes de Matteo Ricci. Pendant la période du fascisme, il a été très très utile pour la compagnie de faire émerger ce personnage assez extraordinaire. Mais il y a un très grand historien jésuite italien, Delia, qui a édité énormément de ses travaux à la fin des années 40. Ça continue à être pour nous une source, mais enfin c'est un travail monstrueux. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers de notes accompagnent tout ce travail. Non, c'est vraiment passionnant. Alors, les jésuites, et ça c'est pour rendre hommage à votre métier, ont un sens de l'archive qui est assez extraordinaire. Et c'est ce qui fait énormément la différence aussi avec beaucoup d'autres ordres religieux. Mais ça dès la fondation. Oui, d'ailleurs, ici les Moulineaux, là, aux archives des jésuites en France, il y a des archives de la mission de Pékin, jusqu'à une période très récente, qui sont magnifiques aussi. Oui, tout à fait. Alors, je vais faire passer le micro, et puis je lirai aussi, s'il y a des questions en ligne, je pourrai les lire à distance. Attendez, pardon, vous parlez là, sinon personne ne vous entendra en ligne. Ah, en ligne, oui. Vous avez dit qu'il avait mis 20 ans à arriver à Pékin. Est-ce que vous pourriez me dire où il est arrivé ? Alors, il est arrivé finalement chez l'empereur. Oui, mais quand il est arrivé en Chine, il est arrivé où ? Parce que s'il met 20 ans à remonter à Pékin, il est parti d'où quand il est arrivé en Chine ? On va y revenir. Oui. Vous voyez, l'arrivée, elle se fait à partir... Ah oui, tout à fait au sud, en fait. Oui, absolument. Et alors, une chose importante, hein, c'est que les arrivées, elles ne sont pas liées au hasard. D'abord, le sud de la Chine est très dynamique du point de vue des relations commerciales avec le reste de l'Asie, bien avant l'arrivée des Européens. C'est là que les Portugais arrivent, et puis ensuite les Néerlandais, et puis, etc. Et une chose extrêmement importante, mais vous le savez bien mieux que moi, c'est que depuis 1570, les Portugais se sont installés à Macao. Et donc, c'est évidemment à partir de Macao qu'on peut envisager d'avoir des tentatives d'installation, enfin d'entrée sur le territoire chinois. Parce que Macao peut toujours servir d'arrière-base en cas de besoin. Et donc, les autorités portugaises restent à Macao. Quand les jésuites ou les missionnaires d'une manière générale ou les marchands arrivent d'Europe, ils arrivent à Macao et c'est ensuite qu'ils traversent, qu'ils traversent la frontière pour se rendre en Chine. Et du reste, c'est à Macao que
Ricci et Ruggeri s'entraînent pour apprendre le chinois, bien sûr, tout à fait fondamental. Vous nous avez parlé d'une période de stagnation de l'astronomie chinoise. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Et est-ce que, en fait, enfin, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il ne semble pas rencontrer d'hostilité. Et ça me surprend par rapport à toutes les histoires des missionnaires. Oui, oui, tout à fait. Alors, pas d'hostilité du point de vue de l'astronomie. Hein. J'ai bien, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais bien sûr, on peut y revenir. L'idée, c'est que la Chine est un espace fermé et donc on n'y entre pas comme on veut. On ne peut y être que toléré. D'où la nécessité pour les Européens, qu'ils soient commerçants ou qu'ils soient missionnaires, de trouver les moyens de s'installer là où ils s'installent. D'où l'importance de ces liens avec les autorités locales. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que, pour autant, les habitants, eux, sont absolument convaincus. J'aurais dû vous amener quelques lettres de Ricci. Il y a celle dans laquelle il raconte comment des voisins qui trouvaient qu'on n'avait pas à installer ce qu'on appellerait une mission, mais un tout petit coin de maison dans laquelle on pourrait prier et dans laquelle ces quelques jésuites, ces quelques missionnaires pourraient vivre, ces voisins trouvant qu'on n'avait pas à leur donner ce bout de territoire, enfin ce carré de terre, sont venus et ont commencé à casser la maison. À coups de pierre, à coups de... Voilà. Et c'est de là, du reste, que commence un procès qui va faire que Ricci va rencontrer le représentant de la ville qui va lui-même voir la carte. Bon, vous voyez comment les choses se passent. L'histoire de la conversion, elle est profondément liée à la possibilité que ces types ont eu et l'intelligence qu'ils ont eue de voir qu'est-ce qui faisait qu'ils pouvaient rester. Alors évidemment, c'est une interprétation qui est mienne, mais enfin, elle n'est pas non plus sortie juste comme ça de mon imagination. C'est pour ça que l'histoire de l'astronomie est fondamentale. Alors, pendant longtemps, les historiens des sciences se sont occupés de cette histoire de l'astronomie européenne triomphante qui arrive en Chine et qui conquiert les astronomes. C'est pourquoi l'historiographie qui aujourd'hui est beaucoup plus vivante, parce que de plus en plus de collègues chinois, et vous écouterez ma collègue Hui peut-être dans un mois, elle fait ce que je ne sais pas faire, c'est-à-dire qu'elle sait lire les sources chinoises, et du coup on peut entrer aussi les sources chinoises dans l'histoire que je vous raconte, et elle le fera pour le XVIIIe siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que les historiens de l'astronomie, dont certains sont des grands spécialistes aussi d'astronomie chinoise, eux ont écrit des choses passionnantes sur la crise de cette astronomie d'observation qui rencontrait de plus en plus de problèmes. Je me demandais si... Voilà, je voulais vous montrer ça. Voilà, hein. Ça, c'est l'observatoire astronomique qui se trouve dans la cité interdite et qui est antérieur à celui que les jésuites vont reconstruire. On a besoin d'astronomie, comme je vous le disais, dans la science astronomique chinoise, qui s'est développée de manière totalement indépendante de la science astronomique occidentale, et qui a été une science ouverte. C'est pourquoi je parlais de l'arrivée de ces astronomes dits musulmans, parce que la Chine, elle a quoi comme voisin à l'époque, un petit peu comme aujourd'hui, elle a l'Iran, et puis elle a l'Inde moghole et la Perse. Voilà. Alors, il y a de très grandes traditions d'astronomie, alors que
que nous on a qualifié d'arabe parce qu'on l'a vu plutôt de notre côté de l'Europe, mais arabo-musulmane. Et cette tradition-là, en Perse, dans la Perse des Safavides ou dans l'Inde des Moghols, elle est extrêmement active. Donc des échanges de compétences techniques, il y en a déjà. Le fait est que quand les jésuites entrent au tribunal, dans ce fameux tribunal des mathématiques, je vous ai parlé de Adam Schall-Von-Bell, sur lequel j'avais travaillé il y a une quinzaine d'années maintenant, eux, ils se trouvent nez à nez avec des khanes et avec des astronomes qui sont appelés les astronomes musulmans. Donc, du point de vue, tout simplement parce que le problème, c'est de continuer à développer une astronomie d'observation qui soit fiable pour que l'empereur puisse lire les forces du ciel. Mais ça ne veut pas du tout dire que dans l'ensemble de la société, tout ça se passe de manière totalement simple, œcuménique, etc. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que l'entreprise missionnaire, elle est fragile tout le temps. Le fait est que régulièrement, les jésuites sont envoyés en prison, bannis. Alors, ça n'atteint pas la situation dramatique du Japon, voisin avec les martyrs du Japon, mais il y a très régulièrement des incarcérations qui sont aussi liées à tous les jeux de pouvoir. Parce que pouvoir lire le ciel, c'est paradoxalement quelque chose d'assez extraordinaire comme pouvoir. Donc il faut établir des liens de confiance. Tout est toujours très très compliqué pour ces quelques individus. Et vous voyez ici Adam Schall-Von-Bell, c'est au prix de sa transformation en mandarin. Il devient un serviteur de l'empereur, qu'il arrive, moyennant ça, à maintenir une activité d'évangélisation dans d'autres provinces. Vous voyez, c'est toujours un peu du donnant-donnant. Nous recommandez le tableau de comparaison des sources européennes et chinoises. Je n'ai pas bien compris comment il fallait le lire en fait. Voilà, les listes. Oui. Cette liste-là. Alors, oui, excusez-moi, attendez, on va prendre celle qui nous intéresse le plus, voilà, parce que ça va mieux quand même avec. Donc, vous voyez ici, vous avez les dates de publication en Chine, de textes dont vous avez ici le titre, d'accord, qui correspondent donc vous avez ici la traduction pour nous. Alors, certains sont directement des traductions des livres, certains sont des adaptations. Méthode, essence de la mesure, indicateur arithmétique. Et donc, c'est pourquoi vous avez, alors donc ici, les auteurs et traducteurs qui ont fait ce travail, et la source qui sont les textes de Clavius dont je vous parle. Voilà, excusez-moi, j'aurais dû être plus clair. Et puis, qu'on va retrouver ensuite dans d'autres textes, et en particulier dans celui-ci qui est un énorme compendium de savoir astronomique. Vous voyez, c'est beaucoup plus tardif. Voilà. En tout cas, la logique c'est, il y a au départ des textes mathématiques, plutôt euclides, de la géométrie, de l'arithmétique et de l'astronomie. Tous ces textes, ils ont été édités par Clavius, le jésuite. Alors, je vous fais une parenthèse, ces textes, ils circulent en Europe, traduits et commentés par d'autres auteurs. Clavius n'est pas le seul mathématicien. Et là, c'est la filière jésuite. D'accord ? Donc, ces textes-là que Matteo Ricci a avec lui, voilà.
qui sont travaillés par lui et certains de ces fameux lettrés qui, en général, se convertissent. Et ça donne ce titre-là qui veut dire ça pour nous. Et ce sont les dates. Et vous voyez, 1607, ça correspond aussi à la lenteur de cette présence de plus en plus marquée dans les hautes sphères du monde lettré chinois. C'est bon comme ça ? Excusez-moi, j'aurais dû le faire. J'ai juste une petite question. Vous nous disiez à un moment donné que Michele Ruggieri a dû revenir à Rome, je crois, oui. Et vous disiez il a dû défendre la mission de Chine. Je suis curieuse. Vous avez raison, parce que si vous voulez, comment est-ce qu'on développe une entreprise missionnaire avec des divisions en général? Elle commence à être là. Mais ces hommes, comment vivent-ils? Voilà. Alors, et il faut alimenter la pompe. C'est-à-dire que, encore une fois, ces lettres de Ricci, elles sont très, très, très étonnantes parce que c'est difficile de les utiliser comme source parce qu'on ne peut pas tout dire. Non pas qu'on ne peut pas tout dire parce qu'il y aurait je ne sais quelle espèce de censure qui ferait que, mais il est très difficile, à la fois, je veux dire, un missionnaire jésuite ou pas, il fait un vœu de chasteté, de pauvreté, et pendant toutes ces années, avant que la pompe soit amorcée, comment vivent-ils? Ils vivent de ce que on veut bien leur donner. Ils vivent dans une pauvreté extrême. L'idée, voilà, celle que Rubens va nous faire miroiter, ça c'est un élément autant de propagande, mais dans le bon sens du terme, que d'idéalisation. Les jésuites, mais les autres religieux qui sont dans les provinces, parce que ça aussi c'est un autre aspect de la question. On parlait de science et c'est plus difficile à faire dans les campagnes du Fujian qu'à la cour de Pékin. Ils vivent au milieu d'eux et au milieu de personnes qui ne sont pas, qui n'ont rien. Et donc eux pareil. Donc pourquoi est-ce qu'il faut régulièrement, mais ça c'est vrai pour toutes les missions, pourquoi est-ce qu'il faut régulièrement aller à Rome? D'abord, il faut parce que la compagnie se recompose régulièrement, mais aussi parce qu'il faut aller chercher des sous. Mais bien sûr. Et aller chercher des subsides, c'est compliqué. C'est particulièrement compliqué dans cette période. Alors c'est compliqué en général, hein, on est bien d'accord. Mais pourquoi c'est compliqué dans cette période-là? Parce que justement, on est dans un moment où la papauté relance l'activité missionnaire urbi et orbi. Donc les besoins, ils sont partout. Et alors pourquoi faudrait-il financer la Chine, qui est ce territoire immense qu'on connaît mal, alors qu'à côté, le Japon a l'air d'être cette terre de mission extraordinairement fertile, avec 300 000 convertis, nous dit-on. Voilà. Et donc, il y a un moment donné, oui, où Ruggieri repart, ça prend du temps, hein, et voilà, pour dire, attention là, attention Rome, on a besoin, on ne peut pas, si on veut, on a besoin. Et il arrive à peu près au même moment que la fameuse ambassade japonaise, qui est envoyée par Valignano, autre jésuite, qui arrive du Japon pour dire attention, on a besoin. Voilà. Et alors, évidemment qu'il y a un réseau de donateurs extrêmement important, de donatrices aussi. Hein, on n'a pas beaucoup travaillé, on n'a pas assez insisté sur cette dimension aussi du rôle des femmes, hein, des femmes de la très haute, de l'aristocratie
des aristocraties catholiques européennes. Bon, mais voilà, pourquoi donner davantage aux uns plutôt qu'aux autres? Il faut argumenter. Et du reste, la carte que je vous ai montrée, un des exemplaires se trouve, alors en l'occurrence, à la Bibliothèque Vaticane, précisément parce que ce que fait Ricci, c'est qu'il envoie des preuves de ce que la conversion, elle avance et elle avance bien. Parce qu'autrement, c'est tellement immense. Et on se rend compte que c'est immense. Vous voyez, donc voilà, il faut aller à Rome pour sonner les cloches. J'ai une question. Est-ce que pour Matteo Ricci, la découverte de l'universalité des mathématiques et de l'astronomie, c'est-à-dire le fait qu'on arrive à se parler, à s'entendre avec des scientifiques qui ont développé des mathématiques et une astronomie originale, est pour lui une source de découverte théologique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des considérations théologiques pour lui qui découlent de cette découverte? Quelque chose qu'on peut trouver dans ses lettres ou... Alors, c'est une très belle question, évidemment. Et je ne m'aventurerai pas parce que c'est difficile de savoir ce que les gens pensaient il y a 4 siècles ou 5 siècles. Ce qui est certain, c'est que l'expérience de Ricci est une expérience théologique au sens le plus profond du terme. Il a, je suis désolée, mais enfin c'est dans mon dernier livre, Impression de Chine. Il y a un passage, le passage dans lequel il commente la carte. Voilà. Et un document, j'aurais dû vous le, excusez-moi, est un document mais bouleversant de profondeur de l'expérience théologique. Est-ce que c'est aussi nourri par cette confrontation avec les mathématiques chinoises? Il n'en fait pas état là. Et ces considérations mathématiques, autant que je le sache, elles sont plutôt de nature extrêmement scientifique, je dirais. Mais en même temps, c'est difficile de séparer le scientifique du théologique pour ces gens et pour cette époque en général. Il n'y a que nous qui avons une idée très très claire de cette différence-là. Donc, après, il écrit... Alors, une remarque extrêmement intéressante. Ces types, ils bossent 20 heures par jour, 7 jours par semaine et 52 semaines par an. Donc, non, mais c'est tout bête. Mais ils n'ont pas le temps. Leur métier, ça n'est pas comme moi. Encore que moi, de temps en temps, je me demande quand. Mais c'est un autre problème. Mais leur métier n'est pas de produire ces savoirs. Ils le font parce que ça s'inscrit dans ce geste de compréhension, qu'on peut appeler de conversion. Comprendre, c'est convertir. Mais tout ça se fait quand même, et ils le disent très très bien. Il y a des lettres de Ruggieri dans lesquelles il décrit de manière assez drôle son apprentissage des caractères chinois, des idéogrammes chinois. Il dit mais qu'est-ce que je fous là alors que je devrais être en train d'évangéliser? Et le fait est que c'est un des gros arguments qu'on leur reproche. Les Portugais, bien sûr, absolument. Les Portugais qui débarquent et qui disent mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais pourquoi ils font des cartes? Mais pourquoi ils traduisent des traités de mathématiques? Donc voilà, je pense qu'il y a aussi... ce sont des êtres profondément humains et qui, dans cette période, vivent spirituellement quelque chose. Et je pense que c'est toute la difficulté pour nous de les lire. Parce que, je ne suis pas sûre d'avoir les compétences. Après, on ne s'exprime pas de la même manière au XVIe siècle et au XXIe siècle. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que ce n'est pas toujours facile d'être historien.
Bon, on va devoir s'arrêter là, malheureusement. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.